Antoine, c'est commencé. On est là. On est là. D'accord. Tu pourras peut-être cesser la lecture D'accord. et Excellent. interpeller les gens. Bon, ben coudonc. Bonsoir. On va attendre que le monde arrive un peu. Il y en a 3, il y en a 7, il y en a 9. Bon, ça arrive. Bonjour à Nathan. Pierre TH. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Pierre TH. C'est probablement un nom de famille composé et la première lettre des deux. Voilà. Alors, Frank qui est là. Bonjour tout le monde. Enfin bref, bienvenue dans ce 22e épisode de La Grosse Brune. On dit-tu La Grosse Brune 22 comme Taxi 22? C'est une bonne idée. On pourrait lui trouver un dôme là, et mettre ça sur le toit. Alors, bonjour à vous à Québec, de Québec. J'imagine André Papillon, Stéphane Marquis. Bonjour tout le monde. Parce qu'on n'est pas à Québec. Non, on n'est pas à Québec. De toute façon, on est tous en confinement maintenant, de plus en plus. Il y a Kevin qui me dit « Salut les beaux jeunes hommes ». Ben, moi, j'aurais dit « Salut le beau jeune homme » et « Salut le moins jeune bel homme », oui. peut-être. C'est Pierre Thibault. OK. Luc Gagné est avec nous. Salut Luc. Bonjour Luc. Hein? Serge Forget qui est là. Il dit « Je suis là ». Éric Boisvert, Alain Corbeil, bonjour. Frank Terrien, salut. Bon, ben c'est le fun, le monde embarque. Alors, Germain, on va commencer question quiz du jour parce que, regarde, il faut bien le faire. Question quiz en lien avec un sujet qui va venir un peu plus tard. Là, c'est un petit clin d'œil. Donc, quelle est la voiture américaine qui était réputée pour s'enflammer lorsqu'elle circulait à basse vitesse et qu'elle était frappée du derrière? Oui. Ben oui, OK, parfait. Donc, un petit clin d'œil à un sujet qui va venir plus tard. Donc, c'est voilà. Ça. Bon, en direct du lac Saint-Jean. Alors, il y a du monde de partout, c'est super le fun. Merci d'être là. Pierre David, salut, bonjour. Je pense qu'il n'y a que le lac Saint-Jean qui est pas en zone rouge, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a Olivier Labelle qui dit salut Germain. Ah, ben bonjour Olivier. Hein? Mathis, Denis Bergeron, bonjour, allô Québec. Fait que le monde embarque, c'est super le fun. Normand Duquette qui est avec nous. Salut Norm. Écoute, je pense que la première chose dont on va parler, c'est un rappel d'importance, mais qui explique bien des choses. Oui, un rappel du Ford Kuga, donc 22 000 unités en Europe. Et là, vous vous demandez, OK, mais pourquoi on parle d'un rappel européen, d'un modèle européen? Bon, le Kuga, c'est l'Escape qu'on a ici, et ça concerne la version hybride rechargeable. Donc, Il y en a un qui dit... À ta question de tantôt, il y en a un qui dit la Fiero. Ah, aussi, mais c'était pas ça. C'est ça. C'était pas ça qui était recherché. On a déjà eu quelques bonnes réponses. Oui. C'était pas une question très difficile. C'était juste pour faire un clin d'œil, hein, comme on dit. Il y a Sébastien qui dit « Yes, Germain en direct de la valise ». Ben oui, ça prend le 2 mètres. Oui, voilà, donc je reprends mes distances, Antoine. C'est ça, exact. En espérant qu'il ne pousse pas ça à 4 mètres, parce que là, on va être dans la dèche. Ben, il faudrait stationner de reculons mon Oldsmobile et qu'on baisse le tailgate. Puis, bon, il y aura moyen de moyenner, mais on espère ne pas... Sauf que les deux de long dans le garage, dans quelques semaines, ça ne marchera pas. Non, voilà. Ça va être un peu compliqué. Alors, c'est ça. Tout ça pour dire que Ford rappelle 20 000 Kuga hybrides rechargeables parce qu'il y a un risque d'incendie, il y a une défectuosité liée à la batterie et ça pourrait s'enflammer. Donc, on s'en est rendu compte avant de commercialiser le modèle en Amérique du Nord, ce qui est une bonne chose, hein, si tu veux mon avis. Donc, autrement dit, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le Ford Kuga hybride rechargeable vendu en Europe, ben, c'est le Escape plug-in qu'on devait avoir très prochainement et qui n'arrive pas. Exactement. Parce que, on s'est rendu compte qu'on avait des pépins techniques avec et que c'était impossible de commercialiser ça sous cette forme actuelle chez nous. Alors, c'est ce qui explique le retard du Escape Ce qui explique, entre autres, parce qu'il y a plusieurs facteurs dont on a discuté la semaine passée, dont l'insuccès, finalement, de l'Escape actuel, qui, même s'il est un modèle de nouvelle génération, ça pogne pas. Les acheteurs sont pas au rendez-vous. Donc, avant d'arriver avec une autre version qui est nouvelle, il faudrait peut-être un peu consolider ce qu'on a, là, mais voilà. Alors, Mathieu de chez Bougamo t'a dit bonjour. Mais effectivement, je reviens un peu sur ce qu'on avait mentionné par rapport au Ford Escape.
C'était 42 % de baisse de vente cette année par rapport à l'année passée. Même si on avait un tout nouveau modèle, là. Oui, même s'il y avait un tout nouveau modèle. On l'a dit la semaine passée. Évidemment, le COVID a eu son impact. Alors, c'est 28 % de baisse en moyenne dans le segment des VUS compacts, 42 pour le Ford Escape. Mais évidemment, j'ai l'impression que le Bronco Sport avec qui on a pu faire connaissance aujourd'hui, lui va venir combler un sérieux problème parce que avec sa carrure, avec son look, avec son côté polyvalent, plus efficace. Je t'avoue qu'en photo, j'ai pas été séduit tout de suite. Ouais. Mais en le voyant en vrai, j'aime vraiment son style un peu costaud. Oui, on l'a déjà dit, là, on va aller chercher peut-être des clients de Cherokee Trailhawk, des trucs comme ça. Ouais. Donc, vraiment un look un peu aventurier. Et je pense plein de petites idées le fun à l'intérieur. On a innové sur certaines affaires. On a je dirais pas repousser les limites, mais on a travaillé très fort pour mettre l'accent sur l'aspect aventurier de ce camion-là, qui au final est un Escape en dimanché relevé de quelques pouces, mais sans plus. Là, on va avoir les mêmes mécaniques, la même plateforme, des suspensions qui sont gérées différemment, mais qui sont très semblables. Et on mise beaucoup sur l'emblème Bronco parce que ça va devenir une sous-marque finalement de Ford. Et c'est le il y en a un qui dit « Rest in peace, Escape ». Peut-être. Oui. Parce qu'en quelque part, ce qui est drôle aussi, c'est que si tu regardes l'Escape de première génération... C'était ça. C'était un véhicule c'était un véhicule plus costaud avec en bon français, du cladding en plastique sur les côtés. Ouais. Et là, on revient avec ça, avec le nouveau Bronco Sport. Donc, pourquoi pas? Ben, c'est ça. Alors, j'ai hâte de voir... Je trouve ça dommage, on en a déjà parlé, là, mais je trouve ça dommage qu'il faut prendre une version, la version haut de gamme, finalement, là, à plus de 40 000 $. T'es comme moi, hein? T'as de la misère à aller retenir les noms des versions. Ah, mais ça n'a pas de sens, là. Alors, t'as la version de base, elle est facile. Ouais. Après ça, t'as Big Band. Oui, c'est comme un jeu de mots avec l'horloge, ça, ou... Non, okay. Je sais pas. Après ça, t'as... même celle-là, je l'oublie. La troisième, c'est laquelle? Rappelez-moi ça, là. La troisième version de l'Escape, c'est... Le bleu qui a été aperçu la semaine passée, c'était ça, là. C'est pas... Bon, je m'en souviens pas, mais c'est... T'as Big Band, Outband, puis après ça, Badlands. Oui, c'est ça. C'est compliqué, pas à peu près. Oui, on est loin du SE, XSE, oui, exactement. Donc... Mais bref, c'est ça. Alors, 4 versions, puis seule la version haut de gamme, Badlands, a droit au moteur 2 litres de 250 chevaux. Sinon, c'est le moteur 3 cylindres de 181 chevaux. Mais j'ai pas le choix de m'imaginer qu'ils vont devoir ajuster le tir un peu parce que ça n'a pas de sens, un moteur à 3 cylindres dans un véhicule comme ça. Là. Ben, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas plus de sens dans l'Escape. Non, je le sais. Mais il va falloir... sur papier, c'est bien beau. Puis sur papier, tu es capable de vendre ça partout. Mais Ford n'a pas développé de moteur atmosphérique de cylindrée raisonnable, efficace pour ces nouvelles générations de véhicules. Ouais. Donc, on est pogné pour dealer avec ce moteur-là parce qu'on n'a pas d'autre chose. Et ce moteur-là est supposé faire compétition aux 2,5 litres que tu vas retrouver dans un RAV4, dans un CX5, dans un Rogue. Et oubliez ça, non, ça marche pas. On n'est pas là du tout. Là. Puis selon moi, c'est une des raisons pour laquelle le nouveau Escape se vend pas. Il y a le look aussi que plusieurs n'aiment pas, que moi j'aime bien. Oui, c'est pas... mais ça choque pas. C'est pas... moi, je pense pas que c'est ça le problème. C'est surtout le moteur 3 cylindres. Un moteur qui n'est pas nécessairement agréable, puis qui en réalité consomme pas moins que les autres. Non, parce qu'il travaille toujours. Ben, c'est ça. Et il y a un élément assez particulier dont on n'avait jamais parlé du Bronco Sport, c'est la fameuse table à pique-nique. Hein? Oui. On n'a pas le droit de dévoiler d'impression de conduite, mais là, on peut parler de la table à pique-nique, hein, je présume. Et c'est ça. Donc, c'est un plateau, finalement, qui s'étire dans la valise et ça permet de manger, mais debout. Oui, écoute, donc, c'est une table de travail. On a inventé une espèce de table de travail coulissante avec 2 petites pattes qu'on peut mettre là. Voilà. Salut à mon ami Jean-Sébastien Dulac qui est avec nous, Israël Daigle, Daniel Franqueur qui me dit que l'Escape est trop petit. Ben, c'est pour ça qu'on offre chez Ford des Edge, des Explorer
des expéditions, des F-150, 250, 350, 450, 550, 650 et 750. Je pense pas que ce soit un des facteurs qui soit problématique, le format de l'Escape. Il y a beaucoup de gens, par contre, et peut-être que c'est le cas de la personne qui passait le commentaire, je ne me souviens pas, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fait qu'il soit trop bas. Oui, c'est à peine plus haut qu'une voiture. Puis ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'on veut toujours être assis plus haut. Hein, toujours plus haut que l'auto d'en avant. C'est ça. C'est ça. Fait que ça va prendre des internationales CXT pour tout le monde. Voilà. C'est ça qui va être nécessaire. Mais ce qui est drôle, c'est ça. Alors, je reviens sur le fait que le Bronco Sport 2021, lui, me rappelle un peu les premiers Escape qui ont été vendus au début des années 2000. Puis tu faisais aussi mention du Land Rover Freelander. Oui, dans ses proportions, même dans sa vocation, je trouve la ligne, surtout à l'arrière, ça rappelle vraiment le Freelander. En espérant qu'il se vende plus que le Freelander et qu'il soit plus fiable que le Freelander. Ben c'est ça, j'allais dire. C'est peut-être pas un compliment là, de le comparer au Freelander, mais toujours est-il que c'est ça. Alors, j'ai bien hâte de voir. Donc, le Bronco Sport devrait arriver chez nous au mois de décembre. Avant la fin de l'année, c'est ce qui est prévu. Avant la fin de l'année, mais bon, ça va entrer au compte-gouttes parce qu'il n'y a pas besoin de vous dire que les Américains sont en train de se battre à coups de poing pour mettre la main sur ces véhicules-là. Surtout les versions haut de gamme qui vont être super convoitées, ça c'est clair, parce qu'au début, tout le monde va se les arracher. Badlands. Oui, Badlands, pardon. Mais sans blague, j'ai l'impression qu'on va aller carrément chercher la clientèle qui, comme tu le disais, se procure actuellement des Cherokee Trailhawk. Le RAV4 Trail est un véhicule qui est ciblé parce qu'on a 3500 livres de capacité de remorquage avec cette version-là. Fait que c'est quand même... C'est un véhicule qui est quand même assez multifonctionnel. Mais non, on est encore loin du vrai Bronco, celui qu'on attend tout le monde, celui qu'on a hâte de voir. Oui, qu'on attend encore, là. Et ça va arriver au printemps, puis je me permets même de dire début de l'été, parce que ça risque... Moi, on dit chez Ford que ça va être un 2021, peut-être. J'ai hâte de voir comment on va la jouer, mais des 2021, il n'y en aura pas longtemps parce qu'on va être en milieu d'année lorsque le nouveau Bronco va débarquer chez nous. Ça, c'est celui qui est sur la couverture de notre guide de l'auto, soit dit en passant. Oh, excellente plug. Hein? Quand même, je l'ai dessus. Alors, bien hâte de voir ça. Je voulais vous parler aussi de Subaru, c'est-à-dire de Mazda, pardon, parce que je trouve que Mazda prend une tangente qui est vraiment, vraiment distincte de celle des autres constructeurs japonais. Et pour avoir visité une concession Mazda dans les derniers jours, j'étais allé me faire des cotations de prix pour un Mazda CX-5 pour quelqu'un de mon entourage. Puis, je vous avoue que je suis rentré dans cette concession-là et j'ai fait « Hey, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas eu une agréable impression comme celle-là. » Tu sais, c'est sûr que tu rentres chez Mercedes-Benz puis tu t'attends à la totale. Oui. Mais de rentrer dans un concessionnaire Mazda et d'être impressionné par l'ambiance, par la présentation, par le côté vraiment premium de la présentation de l'endroit, puis de constater qu'il n'y en a pas de navet dans la gamme Mazda, là, j'ai fait OK, on s'en va tranquillement ailleurs. Et j'ai vraiment été impressionné, si bien que j'ai commencé à analyser un peu plus où se dirigeait Mazda, qu'est-ce qu'on a vendu, qu'est-ce qui marche pas, pour réaliser que, bon, les ventes de Mazda 3 sont en baisse de façon drastique. Et évidemment, quand je vous dis que les ventes sont en baisse, c'est vrai pour tout le monde, là, mais elles sont plus en baisse que la moyenne dans le segment. Pour vous donner une idée, là, Kia a vu ses ventes de Forte baisser de 3 %. Et je n'ai pas les chiffres de Mazda en tête, mais on est autour de 35 à 40 % pour la Mazda 3. C'est très, très, très sérieux. Sauf que... Et ça a déjà été là, le pain, le beurre là, de Mazda. Mais à cette époque-là, on vendait des versions GX, des GS, un peu de GT. Et là, c'est l'effet inverse. On vend du GS avec des groupes d'options, beaucoup de GT et très, très peu de GX. Ce qui veut dire que les gens, lorsqu'on cherche un prix, on ne va plus chez Mazda. Lorsqu'on cherche un véhicule low-ball, on va aller chez Nissan, on va aller chez Honda, on va aller chez Toyota. On va aller chez les Coréens. On va aller chez les Coréens, bien sûr. Mais on ne va plus chez Mazda, comme on ne va pas chez Subaru. Il n'y a personne qui rentre chez Subaru pour avoir le meilleur deal en ville. C'est pas vrai.
Alors, je me suis rendu compte que même si on perd des parts de marché du côté de chez Mazda, je pense que, pas qu'on s'en fiche, parce qu'évidemment, on voudrait toujours avoir le maximum de parts de marché, mais on est d'accord pour couper un peu dans les parts de marché au profit d'une profitabilité supérieure par unité vendue. Donc, on veut finalement vendre des versions plus haut de gamme sur lesquelles on va faire finalement plus de profit, là. Ben, et c'est avec cette avenue-là qu'on a les versions signature, par exemple. Ben oui, ça, c'est à l'autre extrême. Puis je regardais d'ailleurs, mon œil a été attiré par une version 100e anniversaire du CX5. Ouais. Hey, c'est beau, là, ce qu'ils ont fait avec ça, vraiment. Ben, j'ai vu une MX5 aussi, 100e anniversaire, blanche avec le toit rouge. C'est magnifique. Je crois. Franchement, moi, je trouve ça très, très beau. Oui, c'est réussi. Puis, tu sais, bon, il y a peut-être qu'il n'y a personne qui a fait le lien, mais on est au Canada, alors d'avoir une version 100e anniversaire qui utilise le blanc et le rouge, oui, il y a une thématique là, quelque part. Cela dit, c'est pas parce que vous êtes séparatiste que vous ne pouvez pas en acheter une. C'est là. ça. Alors, je suis rentré chez Mazda, j'ai vu ça, puis oui, il y a de la profitabilité supérieure par véhicule. Je pense qu'on se permet aussi d'être un peu moins... J'aime pas ça dire l'expression low baller, là, mais on donne plus les véhicules comme on le faisait à une certaine époque. Et si vous magasinez d'un concessionnaire à l'autre, ça risque de se ressembler sérieusement. Mais d'ailleurs, parlant des concessionnaires, est-ce que tu crois que c'est une stratégie qui pourrait déplaire à certains concessionnaires qui, eux, ben justement, visaient là, carrément du volume, là? Non, parce que quand on se rend compte, à l'opposé, il y a Nissan. OK? Nissan, c'est du volume. Ouais. Nissan, si tu vends le même nombre d'unités que Mazda vend de véhicules par mois, t'es dans la dèche. Parce que la profitabilité par véhicule, elle n'est pas là. On fonctionne au volume. On fait presque du dumping dans le cas de certains modèles. Puis, on va profiter d'une ristourne à la fin du mois de la part du constructeur. Chez Mazda, il y en a une pour les ventes au détail uniquement. Il n'y a aucune ristourne si c'est des ventes de flotte, ce qui n'est pas le cas chez Nissan, ce qui n'est pas le cas chez plusieurs autres constructeurs. Et au-delà de la profitabilité de la voiture elle-même, c'est qu'on va avoir une rétention clientèle plus forte. Ouais. Ce que Mazda n'a pas toujours eu dans le passé. Non, Subaru, c'est sa force. On a eu des problèmes qui ont éloigné des acheteurs, là. Tu sais, des gens qui ont eu des Mazda 3, qui ont rouillé. Ça se peut qu'ils n'en aient pas racheté après, là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés d'une Honda à une Mazda, à une Nissan. On s'est promené, c'était pas trop grave. La clientèle qui achète du Honda, un peu plus fidèle. La clientèle qui achète du Toyota, un peu plus fidèle. Celle qui achète du Subaru, c'est ultra fidèle. Ouais. Mais chez Mazda, on n'a pas encore cette chance-là et on travaille là-dessus. Rétention de clientèle, ça se doit d'être très fort. On travaille aussi pour augmenter les valeurs résiduelles des véhicules. Puis c'est ça qui est important parce que ce que tu veux, c'est de vendre un véhicule une fois en faisant un profit raisonnable. Oui, tu peux vendre des produits sur le véhicule pour ajouter à ton profit, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir reprendre le véhicule en échange 3, 4, 5 ans plus tard et de le revendre encore en profit en conservant une bonne valeur. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec un produit Nissan, par exemple, non, où la valeur de Coréens, revente n'est pas là. Voilà. Les Coréens, c'est la même chose. Kia, dans l'usager, on le sait combien ça vaut. Là. On n'est pas là du tout. On travaille là-dessus chez Kia aussi, mais on est loin. Alors que Mazda, tu sais, c'était des véhicules qui vieillissaient mal dans le passé, mais la qualité a tellement augmenté que aujourd'hui, je pense qu'on est capable de le faire. Quand tu regardes comment une Mazda est montée, bon, je critique encore le fait que ça manque de frein, là, mais ça, bon, la solution n'est pas compliquée. Tu achètes des pièces d'après-marché de bonne qualité puis tu règles ton problème. Mais les véhicules sont drôlement mieux bâtis qu'avant. Alors, les valeurs de revente vont être plus fortes. La valeur du produit comme tel va être plus forte. C'est sûr qu'en plus, on s'en va jouer dans les hautes sphères avec les versions signature, avec les versions à moteur turbo. On s'en cache pas, là, le CX-30 à 2.5 turbo, là, on va jouer carrément dans le terrain des Mercedes GLA de base. Oui, c'est ça. Ça va être cher finalement pour ça va être moins cher que GLA, puis ça va en offrir plus, mais tu n'as pas le badge. Voilà. Puis ce que je trouve qui manque chez Mazda, honnêtement,
pour peut-être aller accoter les Européens qui, eux, jouent cette carte-là. C'est une garantie 4 ans. Là, on a un 3 ans illimité. Là, oui, ça permet de se différencier, mais peut-être pas de la manière que les consommateurs souhaitent. C'est bon pour une partie de la clientèle. Oui, pour ceux qui font des gens qui roulent beaucoup. Voilà. Mais quelqu'un qui loue 4 ans, ben, tu es désavantagé par rapport à l'ensemble des produits allemands, incluant un Volkswagen d'ailleurs. Et c'est pas des produits nécessairement à problème, donc d'aller garantir ça 1 an de plus et de limiter le kilométrage. Ça coûte pas cher. Non, c'est ça. Ce serait vaut la peine. Alors moi, je pense que ça vaudrait la peine justement que Mazda prenne cette décision-là. Mais j'en reviens à la profitabilité. Il y en a aussi au service. Hein, le coût augmente au niveau du service. Puis j'ai l'impression que la clientèle va apprécier encore davantage l'expérience Mazda, ce qui n'existait carrément pas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Bref, ça a été mon impression cette semaine. Mais quand j'ai commencé à comparer les prix, par exemple, d'un CX-5 avec ce que la compétition propose, on n'est pas dans les moins chers. À équipement égal, là, on n'est vraiment pas dans les moins chers. On a une valeur intéressante. Puis en location, je vais te donner un exemple. Une version 2 roues motrices en location, moins intéressant parce que le résiduel est plus bas. Parce qu'on sait que c'est plus dur à revendre. Une version GX du CX-5, à peu près le même prix en location qu'une version GS parce que le résiduel est plus bas. Puis il y a 2000 $ de différence sur le véhicule. Sauf qu'une GS, c'est plus dur à revendre. GX, c'est plus dur à revendre. Donc, on sait que les GS vont se revendre comme ça, que c'est le modèle convoité. Fait que c'est plus intéressant d'aller louer une version GS qu'une GX. Je pense qu'il y avait 11 $ de différence par mois. Ben voilà, donc fait que tu te poses même pas la question. C'est probablement le choix que beaucoup de consommateurs vont faire, là. Et ce que j'aime dans les produits de nouvelle génération de Mazda, où on va se distinguer aussi, c'est dans la finition et dans la présentation de l'habitacle. On est vraiment une coche au-dessus par rapport à chez Nissan, par exemple. Là, c'est beaucoup plus soigné, c'est plus chic. Les matériaux sont pas juste par rapport à Nissan, par rapport à Honda, par rapport à Toyota. Tu t'assois dans un RAV4, tu t'assois dans un CX-5. Oui, le RAV4 a beaucoup de qualité, mais c'est pas aussi raffiné qu'un CX-5 de version équivalente. Là. Ce qui me déçoit encore un peu des Mazda, c'est que c'est bruyant, surtout au démarrage. On le sait, ce moteur-là, qui a un haut taux de compression, c'est assez bruyant au démarrage puis en accélération. Mais ça, on va pouvoir corriger ça. Il y en a un qui me dit le chauffage, c'est pas leur force. Peut-être, c'est aussi le problème de bien des constructeurs. Hyundai, il y a eu beaucoup de plaintes là-dessus. Ça a été le cas aussi avec les Honda CR-V. On le sait, le petit moteur 1.5, problème de chauffage. Fait que oui, il y en a beaucoup qui se plaignent de ça aujourd'hui. Mais bref, c'est mon feeling. Puis pourquoi je fais le parallèle avec Subaru? Parce que Subaru est actuellement le constructeur japonais qui a à peu près la meilleure rétention de clientèle, qui a une excellente profitabilité pour les produits, pour le service également. Tu sais, quelqu'un qui se magasine une concession Subaru, là, attelle-toi, on ne te donnera pas ça comme on donnait des Kia il y a 10 ans. Là. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas mal plus compliqué que ça. Et ce qui est drôle, c'est que... Et il y en a relativement peu au Québec, en tout cas, des concessionnaires Subaru, là. Oui, puis ils sont très bien positionnés. Voilà. Ils sont très bien positionnés. Alors, puis ce que je trouve drôle aussi, c'est que Mazda s'inspire peut-être un peu de Subaru sans le savoir en multipliant l'offre du rouage intégral sur l'ensemble de ses modèles. Mazda 3, il y a la 6 qui ne l'a pas et qui probablement dans sa future génération l'offrira. Mais on peut avoir du rouage intégral sur à peu près n'importe quoi aujourd'hui chez Mazda. Et ce sont les 2 constructeurs japonais les plus petits, là, hein, si je ne me trompe pas. Oui, mais ce sont aussi les 2 qui s'associent avec Toyota pour le partage de technologie. Et ça aussi, je trouve ça intéressant. Donc, tu sais, quand je te dis qu'il y a un parallèle à faire entre Subaru et Mazda, bien ça, c'est un autre exemple. Subaru et Toyota, bien, on le sait, le partage de technologie est évident. Parce avec l'hybride, là, entre autres. Là. Bon, avec l'hybride. Et lorsque tu regardes Toyota et Subaru, bien, c'est Toyota et Subaru, bien, avec la BRZ, la oui, FRS, voilà, avec les voitures sport. Alors, on fournit aussi de l'hybridation pour la Crosstrek hybride. On en fournit peu, là, mais on en fournit. Ça, on pourrait en fournir plus. On pourrait être plus efficace là-dessus, mais bref, il y a beaucoup de partage. Puis, je veux dire, quand vous verrouillez une Subaru,
ben tout le système d'exploitation de verrous, ça provient d'un Toyota. Les poignées de porte, ça provient d'un Toyota. Il y a plusieurs commutateurs qui sont empruntés à Toyota. Parce que c'est bon, des Mazda et des Subaru, on en voit beaucoup au Québec, là, en proportion par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Mais il faut comprendre qu'à l'échelle planétaire, c'est pas des constructeurs aussi importants que Toyota. Ben, Subaru, c'est déjà... Un petit peu plus que Mazda, oui. Subaru, si tu t'en vas dans les États nordiques, là, ouais. C'est incroyable, il y en a partout. Mazda aux États-Unis, c'est encore un très, très petit joueur. C'est, on le voit presque comme une sable. C'est une voiture... Oui, j'aime la comparaison. C'est un peu ça aux États-Unis. Acheter une Mazda, les gens te regardent... oui, tu veux faire vraiment différent de ton voisin. C'est ça. Alors qu'ici, bien évidemment, c'est répandu. On le sait que Mazda était très, 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 très fort au Québec. Il fut une époque où plus de 45 % des ventes de Mazda canadiennes se passaient au Québec. Merci, Albi, le géant. Mais c'est ça. C'était pas... Mais il en demeure pas moins que Mazda a connu un succès monstre ici, comparativement au reste de l'Amérique du Nord. Et là, on est en train de changer le fusil d'épaule. Alors, je voulais le souligner parce que j'ai vraiment trouvé que mon expérience chez un concessionnaire, je suis rentré là comme un pur client et j'ai vraiment fait, ben sais-tu que c'est très bien. J'ai été impressionné, alors que c'est pas nécessairement le cas partout. Puis même si la tendance veut que les concessionnaires s'éliminent tranquillement au profit de boutiques, là, moi, j'y crois pas pantoute. Bon. Il n'y a rien à faire avec ça. Là. Écoute, changement de sujet, on peut parler, je parlais de Volkswagen tantôt. Oui. On va parler du Taos, parce que là, ça a été officiellement dévoilé. Oui, exactement. Donc, on avait su quelle motorisation allait se cacher sous son capot. Donc, on le rappelle, un moteur 4 cylindres, turbo-compressé, évidemment, 1,5 litres, c'est tout petit. Et c'est dérivé du 1,4 qu'on retrouve, entre autres, avec la Jetta. Et pourquoi on n'a tout simplement pas importé le T-Roc, le modèle... Encore plus petit. Le modèle européen, ouais. C'est tout simplement parce que sur le point de vue de la rentabilité, justement, c'était pas intéressant. Parce que ce nouveau Taos-là, lui, va être construit au Mexique, donc à Puebla, où est assemblée, entre autres, la Jetta, justement. Donc, ça va être un véhicule, là, bas de gamme, là. Ça va être cheap, là. J'en ai bien l'impression. Et on remplace la Golf avec ça. Et ça fait encore plus mal au cœur de voir, oui, on enlève la Golf, ça fait mal. Et on la remplace par ça, ça fait encore plus mal. Je peux pas dire que je le trouve laid, par contre. Je peux pas dire qu'il était laid, mais j'ai dit que ça fait mal. Au niveau de la robe, on l'a mieux réussi que l'Atlas et le Tiguan, qui ont de l'air allongé. Ça, il est un peu plus ramassé, puis j'aime ça. À quand le Taos Cross Sport? Oui, c'est ça. C'est bon, on va voir, là, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça... C'est sûr que ça va se vendre. On s'entend, ça va se vendre, c'est clair. C'est même pas ça la question. Roue motrice avant ou 4 roues motrices, là, évidemment, comme les autres. Et pourquoi pas le T-Roc? Pour la même raison qu'on n'a pas amené l'Apollo pendant des années, parce qu'on savait qu'on ne ferait pas d'argent à vendre ça ici. C'était pas plus compliqué. À l'opposé, il y a Acura qui a dévoilé aujourd'hui les premières images de son MDX. Évolutif. Plus de caractère qu'avant. Là, tu vas me dire que c'est pas dur. Mais j'ai bien hâte de voir. Ça a l'air pas mal plus moderne. Il est plus costaud. Il est plus musclé. Il fait pas mal moins fourgonnette que la génération actuelle. Mais on l'a dévoilé comme un véhicule prototype. Oui. Alors que ça n'a rien de futuriste. Là. On s'entend. C'est pas un vaisseau spatial. Alors, c'est un véhicule et à l'intérieur, ça ressemble au RDX d'actuelle génération, à la nouvelle TLX. Donc, on adopte là, la même instrumentation, là, la même planche de bord. Donc, et sinon, il va y avoir une version à moteur. On l'avait déjà presque dit, là, V6 3 litres turbo pour une version plus performante. Mais c'est le moteur qu'on va retrouver dans la TLX Type S. Voilà. Et c'est aussi le moteur qu'on va utiliser dans le prochain Pilote. Il y a bien des chances. Il y a bien des chances. C'est certain. Alors, j'ai bien hâte de voir ça débarquer parce que là, on s'entend que la MDX, ça commence à vieillir sérieusement. Bien qu'Acura en vend encore une certaine quantité. Oui, c'est un segment assez fort. Mais ça commence à vieillir sérieusement. Là, je trouve ça drôle parce qu'il y a un débat sur la BRZ, dans les commentaires. La 86. Quand est-ce qu'il va y avoir une BRZ STI?
je pense que vous rêvez en couleur. Mm-hmm. Je pense que la BRZ, on a officialisé le fait que cette voiture-là allait être complètement renouvelée. Oui. Moi, j'ai un bémol sur le complètement. Moi, je pense que ça va être une évolution du modèle actuel et on va utiliser la même structure. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on conserve une boîte manuelle, là, donc c'est un indispensable là, pour cette voiture-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on la garde, si tu veux mon avis, parce qu'on aurait très bien pu juste tirer la plug. C'est pas comme si c'était un véhicule à volume, et aujourd'hui, il y a plus beaucoup de place à l'excentricité dans le domaine automobile. Non, il y a pour ça, mais en même temps, on se doit d'avoir une certaine image de marque. En fait, si on veut désirer une certaine image de marque, il faut garder des véhicules qui font, entre guillemets, rêver. Là. Oh oui, mais tu sais, en même temps, on travaille sur la prochaine W. Je veux dire, les rumeurs... Lorsqu'on est arrivé en 2018 avec l'actuelle Impreza, moi, j'étais certain qu'on se baserait là-dessus pour la nouvelle WRX et c'est jamais arrivé. Alors, est-ce qu'on attend le renouvellement de la prochaine Impreza? Parce que c'est pas que ça commence à être vieux, là, mais c'est pas mal ça. Là, c'est ça. C'est pas que ça commence à être vieux, mais ça commence à être vieux. Mais ça n'en est pas moins désagréable à conduire pour autant. C'est une machine que j'adore, mais effectivement, c'est dû. C'est presque une expérience vintage, là. On n'est pas loin de là, mais ils ne font pas encore en brun. Hein, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait tantôt que le Saguenay est en zone orange actuellement, contrairement à tous nous autres qui sommes en zone rouge. Oui. Alors, temporairement, nous autres, on a décidé de se mettre en zone brune pour retomber dans le rouge après. C'est notre plaisir du mercredi. Merci d'être là, d'ailleurs, à tout le monde qui nous suivent et qui nous écoute en différé. 55 000 visionnements la semaine passée. Oui. Fait que c'est quand même pas rien. Il y a des émissions de télé qui aimeraient ça avoir autant de monde qui les écoute, je pense. Oui, puis je pense que la production de ces émissions-là coûte un peu plus cher. Il y a des chances, hein, parce que c'est fait à la bonne franquette, hein, et non à la bonne banquette. Mais voilà, c'est fait maison, mais je pense que ça plaît, ça plaît aux gens. Exactement. Germain, tu vas parler on va continuer de parler de Subaru. On parlait de ça tantôt parce que toi et moi, on a conduit la nouvelle Crosstrek. Oui, la nouvelle, là, on ne sait pas, mais c'est ça. Donc, c'est ça. On l'avait mentionné ici. Pour 2021, Subaru a écouté les gens et c'est carrément ce qu'on nous a dit là chez Subaru. On nous a dit qu'on avait fait des focus group, qu'on avait écouté les clients, qu'on avait écouté les journalistes aussi. Et on les a pas écouté les journalistes parce que si on les avait écoutés, on aurait eu le moteur de la WRX. Oui, mais déjà, on a fait un bout de chemin. Oui. Et tout le monde arrivait à la même conclusion. Le Crosstrek est un très bon véhicule, très adapté au Québec, et on le voit par le nombre d'acheteurs. Mais c'était lent. Je veux dire, pas que je veux repromouvoir mon article du Guide de l'auto, mais le titre de mon texte de la Subaru Crosstrek, qu'est-ce que tu avais écrit? C'est l'Auto Québec. OK. Hein? Alors, moi et mes fantastiques jeux de mots. Mais pourquoi? 649 parce que cette auto-là, elle est parfaitement adaptée à nos besoins, à nos conditions. Je trouve que c'est un produit exceptionnel. Et il y a beaucoup de consommateurs qui en arrivent à cette conclusion-là aussi, visiblement. Oui. Donc, sans compter que la valeur de revente, c'est incroyable. Et tu regardes ça, une Crosstrek qui a 4-5 ans. Oui, ça se vend encore très cher. Ça a perdu à peine 25 à 30 de sa valeur. Ça se vend, c'est ça. Tu sais, mettons que si tu compares ça avec un Chevrolet Trax... Bon, as-tu d'autres questions? C'est ça. Donc, c'est ça. Les gens de Subaru ont écouté le consommateur parce que, effectivement, il est lent, le Crosstrek. Le moteur 2 litres, là, c'était un peu juste. On l'a gardé, hein, donc, pour les versions, là, de bas de gamme, là, commodité et compagnie. Mais on a ajouté une nouvelle version qui porte le nom Outdoor et qui a un peu plus de cladding, là, et une couleur douteuse. Mais quoi? Oui, c'est douteux, là, c'est une espèce de kiwi doré comme couleur. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on a mis le moteur 2.5 litres, donc on est à 182 chevaux. Et franchement, moi, j'ai assisté au lancement canadien la semaine dernière et tu le conduis... Il y a des lancements? Oui, un lancement canadien. Tu ramasses le véhicule à Montréal, tu vas te promener dans les Laurentides, puis tu le ramènes à Montréal. Voilà, et on t'a livré le kit de presse à la porte chez toi? Non, c'était un meeting Zoom.
Ah oui, ça c'est encore mieux. Voilà. On aime ça comme ça. Oui. Donc, et franchement, après 5 minutes au volant, j'aurais pu aller le ramener. J'avais vu ce que j'avais à voir. Ça fait toute la différence. C'est exactement ce qui manquait. Puis, tu sais, c'est pas juste qu'il y a 30 chevaux de plus. Non. C'est qu'il y a plus de couple. Oui. Le véhicule force moins. Conséquemment, il est moins bruyant. Moi, j'ai vraiment aimé cette version-là de l'Outdoor. Parce que si tu et vas on dans est à Limited, 0,1 litre de plus au 100. Ben, il n'y en a pas de différence. C'est pareil. Mon point, c'est que le véhicule force moins. Oui. Donc, veut pas, il y a moins d'effort qui est fait. Alors, c'est clair que ce moteur-là, le 2.5, est l'option à choisir. Oui. Puis, dans le cas de la version Outdoor, à 31 000 et des poussières. Oui, 32 000, là, c'est pas donné, cela dit, mais c'est la version la plus intéressante, à mon avis. Oui, parce que tu peux aller dans une Limited qui va te coûter près de 40 000 avec le moteur 2.5 aussi. Mais exactement. Là, à 40 000, tu achètes une Outback, là, rendu là. Bon. Oui, et on nous a dit un Outback ou un Forester, là, à la limite. Et la version Sport, qui est un autre niveau d'équipement, elle conserve le petit moteur, donc le 2 litres, ce qui est pas paradoxal, mais presque, parce qu'on s'attendrait que la version Sport ait un peu plus de pédales, mais on s'est dit qu'on ne voulait pas mélanger les Par consommateurs. Contre, on aimait le fait que la Crosstrek était disponible avec une boîte manuelle, et si tu prends le 2.5, tu ne peux pas l'avoir. Non, exactement, c'est la CVT seulement. Mais c'est pas un gros handicap, honnêtement. Non, c'est pas un gros handicap. Et pour avoir déjà conduit le Crosstrek à boîte manuelle avec le moteur 2 litres, c'est pas génial. Non, là. Les rapports sont très, très courts. Ouais. Donc, tu es toujours forcé de changer de vitesse. Et c'est un peu ça le principe de la boîte manuelle, Germain. Oui, mais de toujours... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Les rapports sont très rapprochés. Voilà. Oui, contrairement à nous, là, les rapports sont très rapprochés. Oui, excellent. Et ça va rester comme ça pour quelques semaines, voire quelques mois. Oui, oui, oui. Hein? Alors, toi, ça se peut qu'on passe Noël comme ça. Joyeux Noël, hein? Il y a Serge qui nous demande si la CVT de Subaru est fiable à long terme. Puis moi, je pense que oui. On n'entend que très peu parler de la boîte CVT chez Subaru. Pourtant, ceux qui la construisent, je veux dire, c'est bâti souvent aux mêmes endroits que des boîtes de d'autres entreprises. Mais chez Subaru, on a su bien l'adapter. Elle fait du bon travail. Elle est moins gossante, si vous me permettez l'expression, que dans une Nissan. Là. Ouais. Mais on a amélioré les CVT au fil du temps. Sauf que chez Nissan, on a eu de sérieux problèmes de fiabilité. On en a eu chez plusieurs constructeurs et Subaru et Honda semblent être exempts de ces problèmes-là de façon générale. Je pense que chez Subaru, ça a plus été les moteurs qui ont été problématiques. Et là, depuis, j'oserais dire 2015, on a pas mal réglé ce qu'on avait à régler. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle, là, parce que les problèmes de cognement, surconsommation d'huile sur les 2.5 avant 2014. Oui, voilà. Donc, là, on en entend moins parler. Là, c'est la bonne nouvelle. Donc, nouveauté qui répond franchement à un besoin. Et, et c'est réussi comme c'est bien exécuté, disons ça comme ça. Et ce que j'aime de cette réponse-là de la part de Subaru, c'est qu'on vient en même temps riposter au CX-30, qui lui a un 2.5 de 186 chevaux. Parce que, de plus en plus, visiblement, il y a des gens qui sont prêts à payer là, 30 ou 32 000 pour un VUS sous-compact. Là. Je sais que le Crosstrek est un peu gros pour être un sous-compact, mais comme le Forester et le compact, le Crosstrek, c'est le sous-compact. Donc, mais oui, il y a un marché pour des véhicules à 30 000 là. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'une berline V6 à boîte manuelle, ça existe encore? Oui, là, dans l'occasion. Oui, c'est ça, mais là, je spinne dans ma tête. C'est une excellente question. Puis quoi? Tu sais, je cherche, là, une M3, mais c'est un 6 en ligne. Tu sais, je veux dire, on s'entend qu'on est loin d'une Ford Fusion, là. Oui. Mais non, des berlines V6. Des berlines V6, 6 cylindres, boîte manuelle, là. Il fut une époque où il y en avait pas mal, là, mais là, c'est pas mal terminé. Il y en a un qui dit Honda Accord, mais c'est un 4 cylindres turbo, puis ça disparaît en 2021. Mazda 6, boîte manuelle éliminée aussi. Ouais, il n'y en a plus, là. Fait que, non. Accord Maxima, non, il n'y a rien de ça. Camry, oui, on a le V6, mais boîte manuelle, il n'y en a pas. Le V6 dans le Camry, c'est un moteur qui est doux. C'est un moteur qui va pas mal. Mais honnêtement,
des tests d'accélération de ça par rapport à une Accord avec un 2 litres, on n'est même pas là. Puis l'Accord a 50 chevaux de moins. Ah ouais, hein? Ben, la transmission est programmée pour l'économie. Le moteur, il y a du nerf, mais il est comme amorti. 0-100 pour une Camry à moteur V6, tu parles de presque 8 secondes. Alors qu'un Accord avec un 2 litres turbo, bon, tu te bats avec le volant un peu pour garder ça en ligne droite, mais au moins à l'avance. Fait que, je sais pas. Je suis pas sûr qu'on va en vendre pas mal, moi, des Camry, surtout des TRD, là, comme j'ai pu conduire Ouais, c'est un peu violent, là. Tu sais, c'est bon, c'est ça. Oui, il y a Yannick qui dit même Kia enlève le V6 dans le Sorento. Oui, et ça, je pense que ça va déplaire à bien des clients. Ouais. Je parlais de ça. C'est plate, là, mais ça va faire mousser les ventes du Telluride, je suis certain. En fait, ce qu'on va faire chez Kia, moi, j'ai le feeling qu'on va offrir une version du Telluride de plus bas de gamme, comme on fait aux États-Unis. Parce que là, tu n'auras plus l'option d'avoir un véhicule capable de remorquer 5000 livres à prix raisonnable. Il faut que tu ailles à presque 50 000 ouais. Mais tu sais, ça se peut que tu n'aies pas 50 000 en poche et que tu veuilles remorquer. Là, puis au-delà de ça, la douceur d'un 6 cylindres, ça reste la douceur d'un 6 cylindres. Ouais. Tu le sais comment je ne suis pas un fan des 4 cylindres turbo. Non. Ça consomme pas moins, c'est pas plus efficace, ça demande un entretien plus particulier. C'est sûr qu'il y a plus de risques de bris à long terme qu'un 6 cylindres qui dort. Fait que moi, tu as bien de la misère à me vendre ça. Tu sais, actuellement, là, je regarde, je magasine pour quelqu'un un VUS compact. Alors, tu ne me parleras pas du CR-V, tu ne me parleras pas du Hyundai, en fait, le Hyundai, le petit moteur 2 litres, mais ça, c'est pas grave. Mais tout ce qui s'appelle turbo compressé, là, je veux rien savoir. Je ne touche pas à ça. Non, tu fais bien, Je veux dire, moteur du RAV4, parfait. CX5, parfait. Le Rogue, le 2.5, ne passera jamais à travers de ça. Transmission, c'est une autre histoire. Mais un moteur turbo, là, comme il y a dans un Equinox, un Escape, Non, merci. Bye bye. Je veux y aller pour quelque chose de fiable, de durable, de pas compliqué. Puis tous les moteurs 2.5 qui sont actuellement offerts dans ce segment-là, ce sont des moteurs éprouvés du premier au dernier. Oui, qui sont là depuis un moment. Alors... C'est ça. Alors, puis on les a fait évoluer. Je veux dire, dans le RAV4, là, on a plus de 200 chevaux. Fait que c'est quand même pas mal. Le CX5, on est à 186 chevaux, puis c'est un moteur qui est super agréable. Ouais. Un petit peu grognon au démarrage, mais sinon, c'est pas si mal que ça. Donc, vivement les V6, mais ça non plus, il n'y en a plus. Outlander. Outlander a encore un V6 dans ce segment-là. Oui. Cherokee aussi. Oui, aussi, le 3.2. Ça vit sur du temps emprunté. Oui, ça, c'est sûr. Effectivement. Brochure de la semaine, Antoine? Ah, ben je la regardais en début. Oui, quand on est arrivé en onde. Donc, brochure de la Mazda Miata 1991. Oui, donc, je trouvais ça intéressant parce que... Une année de grands changements pour le Miata. On a ajouté la peinture argentée et l'édition spéciale en vert forêt. Voici la voilà. Et sinon, c'était... Mais l'édition spéciale en vert forêt... Oui. On ne l'a pas dans cette brochure-là. On ne la voit pas parce que... Non, c'est une brochure à part. Oui. Donc, parce que justement, c'était une édition spéciale et elle avait droit à sa brochure à elle-même. Même s'il y avait des nouveautés en 91, on conservait le petit volant sans le coussin gonflable. Attention, c'était pas le cas aux États-Unis. Non, voilà. Donc, simplement pour le Canada. Ouais. Donc, ce qui la rend encore plus intéressante et un peu plus désirable. Ben oui. Parce que on a un petit volant avec un rond dans le milieu au lieu d'un gros rectangle qui prend toute la place. Là. Oui, parce que ça, c'est l'époque aux États-Unis, on avait passé la loi où il fallait avoir des ceintures motorisées obligatoires si tu n'avais pas de coussin gonflable. Et comme dans une Miata, tu ne pouvais pas avoir de ceinture motorisée pour des raisons évidentes, ben le coussin gonflable avait été ajouté là-dedans, ce qu'on n'avait pas fait au Canada. Je sais tout ça parce que j'en ai une petite Miata comme ça, une 91. Vert forêt, justement. Vert forêt, justement. Puis les distinctions, ben au-delà de la couleur vert forêt, c'est la sellerie de cuir à l'intérieur. Le pommeau. Cuir caramel, là. Oui, c'est ça. C'est intérieur tan. Les deux toits, donc le toit rigide, le toit souple. Tu as, moi, j'ai l'option du lecteur CD, lecteur cassette en 91. Et
Et tu avais le pommeau de levier de vitesse et la poignée du frein à main en bois. Oh là là! Hein? Oh, ça, c'est du grand luxe, là. Du grand luxe. Mais vitre électrique aussi, ce que tu n'avais pas dans les autres Miata. Mais je t'avoue que ça, je m'en serais passé. Parce que dans cette voiture-là, c'est pas... ça sert à rien. Ben non, ça sert à rien. Mais c'est quand même très cool, cette petite voiture-là qui vieillit super bien. Et j'ai remarqué que les vitres électriques pour les vieilles voitures, finalement, ça finit toujours par briser parce que c'est des dents en plastique. Et c'était pas fait pour durer pendant des décennies. Ça finit par sécher, par craquer. Et moi, j'ai la malchance d'avoir des vitres électriques sur mon Chrysler 72, sur mon Grand Marquis, sur le Cutlass et sur la Jetta. Ce qui est ironique parce que ma voiture la plus récente, elle n'a pas de vitre électrique, mais en tout cas. Et il y a simplement sur la Jetta... Moi, j'aurais plus dit ta voiture la moins vieille. Là. Mais ça, c'est juste une question de perception. Voilà, tout est relatif. Mais j'en ai fait changer sur toutes les voitures, les vitres électriques. Ouais. Parce que à un moment donné, tu la descends, puis tu essaies de la remonter, puis ça tourne dans le beurre. Hey, je ne sais pas si tu es en train de le réaliser, là, mais il commence à faire noir. Ça s'en vient bientôt. Oui, tranquillement. Il va falloir allumer les lumières. Oui, voilà. Là, on voit mieux. C'est pas extraordinaire. Il faudra juste pas oublier de l'éteindre à la fin parce que ça va tirer le jus de la batterie. Là, il y a un bug ici, parce que si je fais ça, moi, ça marche, ça. Tu as deux intensités. Oui. Est-ce que si je tape des mains... Si je tape des mains, est-ce que ça s'allume? Essaye donc, on va voir. Vas-y. Oh! Ah, tu vois? Et non seulement il commence à faire noir, mais les vitres sans but, tout ça, c'est fantastique. Bon, ben, trêve de bonnes blagues. Est-ce qu'on y va pour quelques questions, mon Germain? On a Claude qui vient de commander une Audi A5 Cabriolet 2021. Donc, on lui a offert un plan d'entretien à 1 300 $ pour 4 ans. Il roule seulement 8 000 km par année. Est-ce que ça vaut la peine comme plan, oui ou non? Moi, j'ai une réponse très simple. Là. Même si on roule juste 8 000 km par année, ben, il faut faire des entretiens quand même. Oui, c'est sûr. L'affaire qui me fatigue là-dedans, c'est que tu es obligé d'aller au concessionnaire. D'aller à ce concessionnaire-là. Donc, tu sais, si tu n'es pas satisfait du service, pour X, Y raison, à moins que vous soyez un habitué de la place, que vous sachiez que vous êtes capable de prévoir à l'avance qu'ils vont être utilisés. Mais il y a beaucoup trop d'impondérables. C'est là que c'est payant pour un concessionnaire. Parce que tu payes pour un service que tu n'as même pas eu encore. C'est ça. Fait que moi, tout ce qui s'appelle payer à l'avance pour des produits, la même chose avec l'anti-rouille. Tu sais, quelqu'un qui se fait faire un anti-rouille quand on lui dit que c'est bon 10 ans, moi, j'ai de la misère avec ça parce que tu vas-tu l'avoir ton auto dans 6, 7, 8, 9, 10 ans? Tu le sais pas. Peut-être, mais il y a bien des chances que non. Tu sais, fait que fais un traitement anti-rouille annuel ou aux 2 ans, puis tu vas être pas pire. Mais l'entretien, c'est un peu la même chose. Tu ne sais pas si tu vas encore avoir ta voiture. Tu ne sais pas si tu ne seras pas satisfait avec le service. Tu ne sais pas si tu ne rencontreras pas quelqu'un qui peut te faire le travail pour la moitié du prix puis te faire un job en or. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'impondérables. Moi, je ne suis pas un fan de ces produits, de l'achat de ces produits-là d'avance, ça c'est sûr. Bon, excellent. On a Christian qui possède une Honda Clarity 2020. Il a fait 8500 km en 3 mois et le système lui indique qu'un premier changement d'huile est nécessaire. Il a parcouru seulement 1500 km en mode essence. Est-ce que c'est normal qu'un changement d'huile s'impose tout de suite? Après 3 mois? Après 3 mois et 8500 km, mais seulement 1500 avec le moteur à essence. Oui, mais même s'il y avait... Je veux dire, je comprends. C'est parce que l'échéancier de l'ordinateur a calculé qu'à 8000 km, il fallait qu'on allume. Voilà. Puis je pense que ça pourrait être ajusté. Bon, la période est trop courte, honnêtement. Moi j'attendrais à 6 mois, là. Ça ne donne rien d'aller faire un changement d'huile aux 3 mois parce que tu as fait 8000 km. Je veux dire, le 8000 km n'a pas été fait sur le moteur. Moi, j'attendrais à 6 mois. Okay. Honnêtement, je pense que c'est un changement d'huile au printemps puis à l'automne sur cette voiture-là, si vous roulez l'équivalent de... Ben non, quand même, il fait du millage. Là, 16 000, ça veut dire 32 000 par année. Ouais. Ça dépend de l'utilisation du moteur. Probablement qu'en hiver, le moteur va être utilisé un peu plus. Mais encore là, est-ce qu'il y a une question de garantie? Est-ce qu'Honda pourrait décider de ne pas honorer la garantie parce que tu n'as pas fait ton changement d'huile à 8000 km?
C'est une bonne question, honnêtement. Il faudrait peut-être lire les petits caractères dans le livret. Mais en toute logique, là, vous pourriez attendre à 6 mois. Ouais. Si le moteur a fait 5, 6, 7 000 km en 6 mois, là, OK. Là, mais là, de faire ça aux 3 mois, je trouve que c'est un peu abusif. OK, excellent. Autre question d'entretien, on a Marie-Renée qui se demande si elle doit faire aligner sa voiture après avoir fait changer un roulement de roue, là, un bearing en chinois. Voilà. En fait, ça dépend de son auto. OK. C'est qu'il y a des autos qui ça ne change rien parce que tu fais juste retirer le roulement et en installer un autre. Ouais. Des fois, ça va être le hub au complet, donc le moyeu au complet, mais tu n'as pas besoin de changer, de jouer avec le carrossage de la voiture, alors qu'il y en a d'autres. Les Volkswagen, entre autres, sont faites comme ça. Certaines Hyundai, t'es mieux de faire aligner ta voiture après parce que c'est sûr que en démontant le roulement, de par la façon de comment c'est fait, tu as désaligné légèrement la voiture. Tu peux faire attention puis penser que ça va être pas pire, là, mais dans un monde idéal, tu fais réaligner. Donc, il y a des voitures que oui, il y a des voitures que non. Ça dépend uniquement du modèle de véhicule. Ouais. Donc, c'est du cas par cas et j'imagine que le mécanicien qui va le faire va avoir les connaissances pour... oui, c'est ça. Mais pour savoir s'il faut l'aligner ou non, là. C'est là qu'on se rend compte que dans l'entretien, il y a des voitures qui coûtent moins cher que d'autres. Et c'est des voitures qui sont mieux conçues pour... Il y a des voitures qui sont bien conçues pour rouler et d'autres véhicules qui sont bien conçus pour être entretenus. Là. Oui, exactement. C'est deux manières très, très, très différentes qui ne sont pas toujours compatibles. Là. Ben non. Puis tu sais, moi, je pensais à quelqu'un dans mon entourage qui a une Acura TLX 2016. Entourage, c'était pas Acura, par contre. Non, entourage, c'était Hyundai. Voilà. Et pour la petite histoire, j'étais à la présentation du Hyundai Entourage lorsqu'on l'a apporté ici. C'est intéressant. Et je t'avais conté cette histoire-là à l'effet qu'on nous avait amené des Hyundai Entourage pour la présentation média en 2008. D'accord. Et qu'un de ces entourages-là avait un logo Kia sur le coffre. Non. J'avais adoré ça. Ah ouais. On n'avait même pas vu ça. T'sais, on avait préparé les véhicules, tout avait été fait. Oui, parce qu'on prend le soin là, de nettoyer les véhicules jusqu'à la dernière miette dans ces lancements médiatiques-là, de les stationner là, quasiment avec un rapporteur d'angle. Et qui plus est, depuis quelques mois, de les désinfecter en plus. Donc, tu sais, on met vraiment beaucoup d'énergie là-dessus. Donc, c'est très drôle qu'on n'ait pas vu... J'avais une Kia Entourage. Oui. J'ai adoré ça et j'ai encore des photos de ça que j'essaierai de retrouver. Une version 1 de 1. Hein? Oui, exactement. Mais en attendant, ce que j'allais te dire, c'est que, c'est ça, il y a une personne de mon entourage qui a une Acura TLX et il a découvert que lui, il fallait qu'il fasse des changements d'huile à différentiel pour le système SH All-Wheel Drive chaque 24 000 km. Et combien ça coûte, ça? C'est au moins 250 $ à chaque fois. Voilà. Mais ça, on ne te le dit pas quand on vend la voiture. Non. Alors, tu sais, puis il y en a bien qui ne le font pas. Puis ils vont louer la voiture 4 ans, ils vont faire l'entretien minimum, ils vont redonner les clés. Mais quand tu rachètes ça après, puis que l'auto a 100 000 km ou 80 000 km, puis que tu pars avec ça... Puis ça n'a jamais été changé. Ça n'a jamais été changé. Puis là, à 120 000 km, tu as un problème de différentiel. Puis, ben je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais c'est le genre de choses. Donc, c'est important quand on achète une voiture, surtout une voiture qui est plus poussée technologiquement, de s'assurer que la voiture a été bien entretenue. Si vous êtes capable d'avoir le carnet d'entretien, si ce n'est pas par le propriétaire, essayez de l'obtenir par le concessionnaire qui en a fait l'entretien. Lui pourrait... Oui, parce qu'il y a un registre qui est tenu là. Ben oui, puis on n'est pas obligé nécessairement de vous divulguer le nom de l'ancien propriétaire nécessairement. Mais juste de savoir que ça a été fait. Voilà. Ça a été fait. C'est une plus-value sur un véhicule. D'avoir l'historique d'entretien d'un véhicule, c'est une plus-value. Puis malheureusement, il y en a qui essaient de contrôler cette information-là. Et si vous achetez un véhicule d'occasion qui provient d'une autre province, c'est le genre de truc que vous n'obtiendrez à peu près jamais, c'est sûr. Alors, tu sais, là, je dérape là, dans la conversation, mais je reviens sur le fait que d'acheter un véhicule qui provient de l'Ontario au Québec, là, c'est courir un sérieux risque. On le sait que le Québec, c'est la poubelle du Canada en termes de qualité automobile, parce que toutes les autres provinces qui ne veulent pas, ils nous le garochent. Puis nous autres, on se retrouve avec des voitures qui ont été tapées, qui ont été reculées. Et déjà, ici, il n'y a pas d'inspection récurrente là, pour le véhicule,
Alors qu'en Ontario, c'est exigé, là. Puis un dernier mot, il y a quelqu'un qui mentionnait Mazda qui s'en vient avec l'électrique. C'est vrai, on a confirmé l'arrivée du MX-30. Oui, on nous a pas dit quelle version encore, ça va être. Parce que tu as une version à hybridation légère et tu as une autre version qui, elle, est 100% électrique, qui n'a pas une autonomie à tout casser, mais qui pourrait peut-être satisfaire une clientèle qui n'a pas besoin là, de parcourir 450 km par jour. Là. Non, mais tu sais, puis je pense que tranquillement, on va peut-être commencer à se rendre compte que c'est pas tout le monde qui a besoin de 400 km d'autonomie. Là. Voilà. Tu sais, cela dit, je me permets de glisser le fait, et j'en ai parlé ce midi à Benoît Dutrisac à la radio, parce que Benoît est propriétaire d'une Leaf. Oui. Hier, sur un site d'enchères destiné aux commerçants, j'ai vu passer des Nissan Leaf 2015 qui se vendaient pour 5 000 $. Ça, c'est pas cher. C'est pas cher. Mais qui veut ça avec une autonomie de 130, 140 km aujourd'hui? Pas grand monde, hein? Non. C'est peut-être pour ça que des Mini Cooper SE de 45 000 $ avec 177 km d'autonomie, ça ne se vend pas tant que ça. Voilà. Réponse à la question quiz, c'était la Ford Pinto. Et la Mercury Robert Shaw. Oui, Bobcat. Exactement. Merci pour le savoureux jeu de mots. Donc, c'est un clin d'œil avec le rappel du Ford Kuga qui a des risques d'incendie. Oui. D'autres voitures qui n'étaient pas nécessairement sécuritaires lorsqu'on les frappait, évidemment, c'est les Corvair. Oui. Mais ça, tu sais... elles n'étaient pas sécuritaires, j'aurais arrêté la phrase là. Oui, exactement. C'est-tu une autre voiture? Et ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait me confirmer ça. C'est peut-être un mythe que j'ai conservé dans ma tête un peu trop longtemps, mais j'ai déjà entendu que si on faisait un capotage avec une Renault 18, il y avait de sérieux risques d'incendie avec cette auto-là. OK. Pour une raison XY. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît les Renault qui serait capable de m'en dire plus, mais j'avais déjà entendu cette phrase-là. Et comme il n'existe plus de Renault 18 aujourd'hui, c'est pas bien grave, mais c'est juste pour ma culture personnelle. Alors, là, il commence à faire noir pour vrai. Il commence à faire noir pour vrai. Les vitres commencent à être embuées pour vrai. Alors, il va falloir vraiment penser à une solution très prochainement, d'autant plus que dans quelques semaines, on recule l'heure. Non. Oui, exactement. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour les étoiles. C'est toujours apprécié. On y sera mercredi prochain. Peut-être qu'il va faire noir quand on va finir, mais on va continuer d'être là. On finira ça à chandelle. C'est ça. Eh bien, pourquoi pas? Voilà. Hein? Puis ouais, c'est ça. Même si j'allume les phares de la grosse brune, ça éclaire pas par en dedans. Non. Mais je pourrais mettre un réflecteur. On va se patenter quelque chose. Merci à tout le monde. Bye, à très bientôt. Bonne semaine.